Donc, bonsoir ou bonjour. Toute l'équipe de Xav et Oli est attristée par une nouvelle que c'est très récente. On a appris le décès de quelqu'un qu'on idolâtrait. C'est vrai. Je pense que plusieurs personnes connaissent cette personne-là. Là. C'est une personne qui a inspiré plusieurs... C'est une personne qui est clairement très connue. Exact. C'est une icône. C'est vraiment une icône. Puis aujourd'hui, on boit pas de café, on boit de la bière parce que... En son honneur, on noie notre tristesse. Pour cette personne-là, ça a jamais été la performance. Non. Ça a jamais été ça. Ça a tout le temps été l'espoir. C'était le spectacle avant tout, Le je spectacle. pense. Vraiment le spectacle. Donc, évidemment, la personne dont on parle, c'est Maman Dion. Tan, 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 tan. Alors, donc, ben c'est ça. Là, on fait des blagues avec ça, mais bon, c'est triste quand même ce qui est arrivé. Puis nous, on va rendre un petit hommage. Vous allez voir, ça va être sympathique. Mais il y a aussi, je sais qu'on faisait ça en blague, mais il y a aussi quelqu'un d'autre qui est décédé récemment. Léon, je pense qu'il est mieux placé que moi pour en parler. Là. C'est Ben quand même oui. quelqu'un qui... Nommons-le. Alors, arrêtons de... C'est qui, de qui on parle? Là? On parle de Kobe. Puis ben moi ça m'a attristé là honnêtement là. Ouais. Réellement là parce que je trouvais que c'est une icône. Puis c'est comme c'était vraiment rendu tu sais comme une personne qui était connue mais qui inspirait des générations puis tout. Puis tu sais ça a fait un petit quelque chose. Ah, honnêtement, ça a choqué le monde. Là. Il a été honoré dans des parties de soccer en Europe. Dans tout le monde sportif en ont parlé. Là. Ça a vraiment Comment fait... il est mort exactement? Est-ce que tu as cette information-là? Yes. Dans un crash d'hélicoptère, Ouais. dans un accident d'hélicoptère en fait. ok. avec sa fille. Ok, fait que c'est soudain. Ah, avec sa fille, puis Ouais, sa fille n'a pas ouais. survécu non plus. Les deux En sont fait, décédés. il se rendait à une partie, je pense comme C'est une pratique. d'exhibition, une pratique ou une partie d'exhibition. Puis il Puis faisait ça souvent, ce trajet-là. Ouais. C'est comme... Puis les conditions étaient vraiment mauvaises, puis Ouais, il a craché. Puis c'était soudain, puis c'était whack, là. Quand on a appris ça, ben, que moi, Ouais. je l'ai appris. On travaillait ensemble, les Exact, trois, hein, en exact. Moi, j'étais Ouais. comme... je venais de prendre ma pause, je regarde mon cellulaire, puis ça apparaît. Kobe Bryant est mort. Tu sais, il est mort quand même assez jeune, fait que c'était comme... Tout le monde a été pris de court, là. On était genre, voyons, ça se peut pas. Puis en tout cas... Ben moi, tu sais, je connais vraiment pas le milieu sportif, mais tu sais, genre, j'ai vu Oli puis Léon comme qui était là, Ouais, c'est là, quelque tu chose, sais, je connais vraiment pas le bonhomme, Mais je suis désolé, tu mais connaissais le mime, là, genre le Kobe? C'est genre... vraiment pas. Même Je suis pas? vraiment désolé, mais Ben, c'est pas grave. je l'ai connu malheureusement seulement par votre réaction à sa mort. Ah bon. Mais c'est ça, j'ai vu qu'il était important parce que, tu sais, comme vous étiez comme... Ah, c'est spécial. Pogné, là. là. C'est un Ouais. big. Là. Tu sais, dans le monde sportif, c'était vraiment un icône. Là. C'était gros. Alors, aujourd'hui, on a deux sujets quand même assez intéressants. Le premier, ben, Espérons. espérons-le. C'est un artiste que j'adore qui s'appelle Alphonse Muchard. Pour l'introduire, en fait, c'est simple. Je veux juste parler dans quel courant il est apparu, puis dans quel qu'est-ce qu'il a apporté aussi sur la scène de l'art. Parfait. Là, on va pouvoir m'aider avec Alphonse. Il est né en 1860. C'est bien. 1860, le 24 juillet 1860, à Ivan-VI. Oui, c'est un Tchèque, si je me trompe pas. Alors, c'est ça, il est né dans ces années-là, puis en même temps, il y avait l'apparition de l'art nouveau. L'art nouveau / l'art déco. Donc, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est simple. L'art nouveau, c'est avant tout quelque chose qui touchait l'architecture. Tout ce qui était plus côté pratique. Dans le fond, l'art utilitaire, des fois qu'on pouvait l'appeler. C'est-à-dire, ça pouvait être un mobilier, ça pouvait être des choses plus concrètes, puis qui servaient dans la vie de tous les jours. Pas non seulement juste dans le but de s'émerveiller. Tu sais. Est-ce que avant ça, les objets étaient seulement utilitaires ou on avait déjà de l'art par rapport à ça ou c'est vraiment ouais. là que c'est apparu? En là? fait, avant, l'art, ce qui arrivait, c'est que ça fait créer une barrière entre l'artiste, les gens qui créaient ça, puis le commun des mortels. C'était vraiment très élitiste. C'est ça. On C'était sort- à contrat finalement. Exa- T'étais Ouais, engagé pour ouais. faire. Ok. L'art nouveau était aussi une protestation à la modernisation. Tout ce qui est, parce que là, tout devenait carré, pratique et tout ça. Puis eux, ils voulaient égayer ça, donner de la vie à ça. L'idée derrière ça, c'était de représenter la nature dans la ville. Je sais pas si tu vas pouvoir répondre, ma question Vas-y. est claire, mais je me demande si ça, est-ce que c'était une critique de la société ou c'était plus
vraiment dans le sens de continuer avec et d'intégrer l'art Ouais. à la... C'était une critique. Ben, eux, c'est sûr qu'ils le voulaient comme une critique. Ok. Justement, comme je disais, tout devenait carré, très Industriel. ouais, autoritaire quasiment, ok. là, parce que tu sais, c'était très gris, c'était très. Fait que là, eux, le but c'était d'égayer ça, mais aussi c'est de vendre un peu l'art. Justement, Musha fait partie de ça. Il est ce qu'on appelle un affichiste. Les affichistes ont apparu en même temps que la publicité. Faut se rappeler, à l'époque, tu sais, il y a des systèmes d'imprimerie, mais c'est pas la même chose, là. Donc, c'est des. Même les affiches là, banales qu'on pouvait voir sur les murs, c'était des œuvres d'art. Les plus gros qu'on connaissait à cette époque-là, c'était. Il y avait Jules Chéret qui était très populaire. Puis il y avait aussi Toulouse-Lautrec. Je sais pas si vous avez déjà je connais entendu. ça, ouais, C'est ouais. un nom qui est assez répandu. Ce qui est le fun avec les affichistes, c'est qu'ils ont été très célèbres pendant leur vivant parce que ils exposaient partout. Puis c'était à la portée de tout le monde, tu sais. Je veux juste en venir un peu plus à son art. On a justement un livre de lui. Première affaire qu'on peut constater, il y a toujours des femmes, à peu près toujours. Parenthèse sur Oui. les modèles de Alphonse Mucha. Oui, vas-y. En fait, lui il prenait ses modèles en photo. Et puis c'est pour ça que des années plus tard, des fois, il ressortait ses modèles pour Ouais. les utiliser Ouais. à la suite. Puis par économie, il prenait pas les services d'un modèle professionnel. Il prenait les services de ses collègues ou des personnes qu'il rencontrait comme ça. Ouais, c'était full intéressant. Puis, ouais, c'est ça. Donc, c'est toujours des modèles féminins. On peut voir qu'il y a toujours des arrangements floraux à peu près. Puis aussi, le retour à la nature. Puis, une autre chose qui est très intéressante dans ces toiles, c'est que souvent, il y a des thématiques. Alors, exemple, là, devant nous, on a les fleurs. Mhm. Donc, chaque cadre va représenter une fleur, puis va la mettre en valeur d'une façon ou d'une autre, soit par la couleur, ça peut être la saison dans laquelle ces fleurs-là apparaissent. Ok. Puis, il a un peu popularisé la qualité de la ligne. On peut voir comme les femmes, leur contour, il est très accentué. Oui. La ligne est épaisse, puis c'est très chargé, mais on peut quand même dissocier qu'est-ce qui est en avant-plan, puis qu'est-ce qui est en arrière. C'est vrai. Puis en art, c'est super important. Exemple, si on a une ligne d'action, exemple, quelqu'un qui donne un coup de poing face à quelqu'un, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accentuer les lignes du poing, puis ça va puncher encore plus, parce Ok. qu'on va avoir plus d'impact dans l'image, puis on va avoir plus ça. Puis il avait déjà découvert ce procédé-là de plan. Ça, pratiquement, Oui. c'est utilisé où? Est-ce que c'est beaucoup utilisé dans la BD pour montrer des Dans actions? la BD, c'est super intéressant que tu en parles, on va en revenir Ouais. tantôt. Mais justement, Marvel a vraiment rendu hommage à Musha. Ils ont même fait des covers de... Ah ouais? Ouais, Ok, ok. je vais le mettre à l'écran, là, vous allez voir. Il y a un Iron Man version Musha. Version Musha, ok, un peu... C'est... Ouais, donc... Ça me fait penser, peut-être que tu peux m'expliquer Vas-y. pourquoi. Ça me fait penser un peu à des vitraux. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est parce que Ben- c'est très chargé, Ben, que il y a c'est ça, très mais rempli? Je pense ou- que la principale... Bon, premièrement, il était très structuré à cause que c'était des affiches. Donc, il Ok. a inventé une sorte de structure. Je sais pas si tu peux voir. Puis, Ouais, en c'est rond, en détaché. arrière, Donc, c'est comme en fait en deux temps. T'as la femme avec les éléments. Puis après ça, t'as vraiment une structure derrière. Puis ce qui peut faire penser à la fresque, là où t'as raison. Ouais. Pas la fresque, justement. Les vitraux? Les vitraux, c'est que souvent, ils mettaient une petite fresque en arrière. Puis ça rappelle beaucoup les vitraux. C'est Ça me très fait chargé. penser un peu à l'art un peu médiéval, religieux, parce que tu sais, c'est Oui. comme des femmes mis comme de façon un peu grandiose. Comme Exact. un peu, on La peut voir mythologie avec, aussi. Ouais, la mythologie, ouais. Puis on va justement sauter là-dessus. La façon qu'il dépeint les femmes dans ces des trucs, je sais pas. C'est très réaliste. C'est Exact. pas, c'est pas un fantasme, là. C'est très... c'est C'est des des femmes vraies qu'on peut femmes, rencontrer. oui, Là, c'est c'est ça. pas un idéal nécessairement. Puis aussi, on voit un standard de beauté qui est très différent. Là. Puis c'est pas nécessairement ce standard-là à cette époque-là, c'est vraiment son standard à lui. Comme Léon il a dit, c'est intéressant. Ou est-ce que c'est pas nécessairement c'était pas des modèles qui allaient chercher nécessairement, c'est des gens qui connaissaient. C'est des femmes en chair, rondes. Il accentue beaucoup les vêtements. On voit que les vêtements sont amples, grands, mais je sais pas si tu peux voir, souvent les épaules sont dénudées. Donc on a l'aspect sexuel féminin. Oui, Léon? Mais aussi, tu sais, tu disais que ça te faisait penser à des vitraux. Oui. Mais en fait, il en a fait des vitraux Ouais. pour la cathédrale Saint-Guy de Prague. Mhm. Fait que, il a fait un ensemble qui est quand même... on aura une photo... tu sais. Ouais, je mettrai des images, mais tu sais, c'est normal qu'il ait pensé à faire ça. Tu sais, je veux dire, c'est tellement dans la même
Hey, puis quand même, Oui. dans la série de Les Pierres Précieuses, Ouais. sur l'émeraude, il y a un animal, on dirait, Ouais. on dirait un mélange d'un animal avec un serpent. Est-ce que c'est juste Chacal un... serpent, genre. Ouais, c'est ça. Je saurais pas te dire, honnêtement. Tu vois qu'il y a comme une créativité quand même assez. Volatile. Exact. Regarde, celle-là, on peut voir ce que je disais. Les vêtements sont amples, ils prennent beaucoup Ok, d'espace. Les cheveux Sur, aussi. Lithographie, maison. C'est la danse. La danse. En fait, ok. celle-là, c'est la série des arts. Donc, on avait la Ok. musique, la danse, on avait plusieurs. Puis, ça ici, un autre niveau Uh-huh. de ce que j'avais parlé tantôt, là, tu sais, je parlais de la structure. Ouais. Mais celle-là, on peut voir, ça, c'est quelque chose d'intéressant, où est-ce que la structure, des fois, va s'entremêler avec la personne. Tu sais, on va voir, des fois, elle va être en avant. Puis là, tu vois, regarde, les vêtements sont rendus en arrière de la structure. Ouais, comme en... Mais c'est comme si. C'est intéressant, c'est mais c'est comme ça intéressant. elle dansait finalement. Ouais, mais ça. Non, mais le fait qu'elle mette ça, c'est ça fort. donne une profondeur. Mhm. Même si c'est seulement des lignes, il était capable de donner une profondeur. Puis ça, c'est, comme tu as dit, ça a beaucoup inspiré la bande dessinée parce qu'il a vraiment instauré des trucs intéressants dans ce genre-là. Son style, il se modernise très bien. Il a très, très bien vieilli. Ben oui, c'est très appréciable C'est encore, un- c'est encore très Ouais, beau. c'est un art qui est encore au goût du jour. Je vois encore j'ai vu des calendriers de Mucha, là, les gens achètent Ben ça. oui, mais surtout avec tu sais, l'intérêt pour le vintage, Mhm. tout ça, ça doit pogner ces affaires. Puis après, tu sais, son art a vraiment inspiré, comme vous avez dit tantôt, Ouais. tu sais, vraiment des affiches de films. Ouais, tu peux, littéralement. je sais pas si tu peux, Il y a Iron Man, il y a Alien, Black Swan, il y a aussi La Belle au bois dormant. Il y en a une que t'aimerais, là. Il y en a une de Lovecraft, carrément. De Cthulhu, là, super détaillé, Ouais. tout avec le même genre de choses, là, le même genre de Ok, cadrage. ouais. C'était vraiment trippant, là, franchement. Là. Puis, ça s'en est un, justement. Ah Tu ouais, vois. ça c'est très Lovecraft. C'est hot, hein, puis l'autre, il est encore plus hot. Genre, Ah c'est Cthulhu. ouais. C'est Hey, hot. mais je trouve que ça représente encore plus Cthulhu que les anciennes que les représentations d'avant parce Ouais. que Cthulhu c'est supposé être comme un peu impercevable, Ouais, un peu ouais. tellement terrifiant C'est une qu'on a... créature Fait que immonde, là. je trouve ça intéressant Mais représenté comme ça. Puis le dernier, il vaut la peine quand même, là, un autre de Star Wars. Là, Puis ça, c'est comme les arts de films, justement. On en voyait souvent dans les années 60-70. Où est-ce que t'avais des trucs en avant-plan, t'avais quelque chose en background, puis là t'avais un personnage plus en avant. Puis Ouais. ça. Mais ça, c'est à la limite, tu sais, c'est des choses que Mucha a influencé parce que c'est ça lui il faisait ça, il y avait des degrés dans ses toiles. Ok. Donc ben c'est ça. J'espère que les gens ça va les en tout cas, j'espère que je vous ai fait découvrir quelqu'un qui va vous intéresser. Alors, next subject. Prochain sujet pour ceux qui parlent pas anglais. Okay, guys. So, the next subject would be... Le prochain sujet. Merci de me citer. Ben, en Boys, on a été voir un film. Puis, on a fait ça une couple de fois. Là, c'est le fun. On va voir un film. Puis après ça, on en jase. Puis là, ça nous fait du contenu pour notre podcast. C'est vrai. Puis, ben, le film qu'on a été voir, c'est 1917. À ne pas confondre avec 1987. Non plus pas avec l'Odyssée de l'espace 2001. Puis non plus avec... 2012, la fin du monde. Exact. Excellent film. Celui-là non plus. Et, Juste à ne pas voir. Pour... et non plus Spirit, étalon des plaines. Alors, donc le 1917, pour ceux qui ne le savent pas, ça a été filmé en plan séquence, qu'on appelle dans le terme du cinéma. Le plan séquence, c'est bien simple, c'est un plan qui ne coupe jamais. C'est un plan en continu, donc on suit les personnages. C'est dénué de justement ce qu'on appelle de langage cinématographique. Ça amène un côté immersif à la chose. C'est ça, parce que ben la caméra est comme, tu sais, c'est vraiment, elle fait le trajet là, avec toi. Là. Puis elle incarne quasiment un personnage. C'est Ouais, quasiment c'est ça, comme si on c'est était ça. quelqu'un puis on accompagnait C'est très les personnages. vivant. Là. Puis dans 1917, moi j'ai seulement vu 2 films, puis on en parlera plus tard du deuxième. Ouais. Mais, tu sais, ça rend... je trouve ça intéressant parce que là, tu sais, les 2 films que j'ai vus ont utilisé ça d'une façon très différente, le plan séquence. Ouais, ben on va parler justement du plan séquence qu'est-ce que ça peut apporter en général. Il y a vraiment un style de film, puis j'ai appris un courant que je ne connaissais pas du tout. Le one-shot film, que je ne connaissais pas, c'est des films qui ont été intégralement faits en un plan, ou c'est soit fait en un plan ou bien imité. C'est-à-dire c'est ça. où on cache les cotes. Ben, comme là, en 1917, c'est sûr qu'il y a des codes. Exact. Parce que
juste pour mettre dans la peau des gens qui connaissent peut-être pas la structure du cinéma exactement. C'est orchestré genre beaucoup de trucs en même temps. Là. C'est OK, on passe par là, on va passer comme ça, toi tu fais ça, toi tu fais ci, quand que je passe ça, c'est le signal qui veut dire que. Puis surtout qu'il y a un de ces affaires-là qui chie. On recommence un dépendamment un 25 minutes, une demi-heure de film. Justement, parenthèse là-dessus, j'avais lu sur le making-of un peu de 1917, puis il y a eu plusieurs takes. Là, on a refait plusieurs fois la même séquence, puis à un moment donné, il y en a une qui ont dit « Ah, ça c'est la bonne ». Fait que, ça doit être stressant pour les acteurs. C'est stressant, ça demande un niveau justement d'acting un peu, tu sais, une coche au-dessus. Puis justement, ça rapproche un peu au style théâtral. On va déroger un peu de 1917. Un exemple qui m'avait marqué dans ce style-là, c'est un vieux film de Alfred Hitchcock, The Rope, La Corde en français. Xav l'a vu ce film-là, fait que moi puis Xav on l'a vu. C'est très vrai ce que tu as dit parce que, tu sais, sur le coup, tu sais, moi j'ai écouté ce film-là juste pour pouvoir, tu sais, je savais pas c'était un plan séquence. Puis tu sais, tout le long que je l'écoutais, je suis comme là, j'étais en entrant en salle. En fait, moi, pour une représentation théâtrale. Puis j'étais comme, ça me fait penser au théâtre, mais ça va être parce que je suis tellement dedans, ça me fait penser au théâtre. Puis là, à un moment donné, je suis comme, c'est tellement théâtral, tu sais, genre les acteurs, comment ils jouent, tu sais, c'est pas totalement comme au cinéma, comme je suis habitué de voir, mais là, tu sais, j'étais comme, ok, c'est un vieux film, j'étais en train de faire beaucoup de théâtre, ça doit être ça. Puis là, je check, c'est un plan séquence, ça veut dire, tu sais, ils l'ont fait quasiment one shot, tu sais, c'est pour ça. Puis c'est un défi que le réalisateur s'est carrément donné. Fait intéressant. C'était tourné en 36 mm. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est 35 mm. Je sais pas pourquoi j'ai dit 36. 35 mm, puis ce qui arrive avec le 35 mm, ça dépend des bobines, là, mais pour l'époque, ils pouvaient filmer environ une demi-heure. Puis le film dure... il dure combien de temps environ? Tu l'as-tu devant toi, The Rope? 18 minutes. Lui, il l'aurait fait d'une take, mais il avait pas le choix de les cacher. C'était... dans l'histoire, il n'y a pas vraiment un grand film là, qui ont duré de plus de, mettons, 2 heures puis qui ont été en one-shot. Tu vas pouvoir confirmer, il a été fait des années à l'avance. Là. Il a été fait en 1948, puis le prochain après, je sais pas... 1982, le vrai là, actual one-shot, c'est 1982. Tu sais, ça a vraiment commencé à prendre de l'ampleur dans les années 2000. Parce que, veut pas, on avait la possibilité de le faire, de la technologie, si on veut. Là. Pour en revenir à The Rope rapidement, c'est ça, c'est un film de meurtre et mystère, si on veut, ou est-ce que... Ouais. Moi, je suis pas tant d'accord avec ça. Ouais, vas-y. Parce que... Puis c'est pas un spoil, parce que on sait, dès les premières minutes du film, on sait c'est qui les meurtriers. Ouais. On le sait tout de suite. L'histoire commence comme ça. C'est plus un film, à mon avis, puis là, tu sais, genre vraiment, tu sais, moi je l'ai vu une fois, mais tu sais, puisqu'on sait ça, le spectateur est pas sur le mystère. C'est sur comment, c'est finalement sur... comment ils vont y arriver. Comment ils vont arriver, puis tu sais, ils font, dans le fond, l'histoire de The Rope, je sais pas si tu peux avoir le synopsis pendant que je le raconte un peu pour compléter ce que je veux dire, mais c'est... 2 personnes qui ont tué quelqu'un, qui ont étranglé quelqu'un, puis qui font un souper pour le thrill de faire ça, pour vivre ça. Fait que tu sais, c'est bien plus... je pense que le film est bien plus là-dessus que sur le meurtre et mystère. Il y a ça, mais il y a aussi... Qu'est-ce qui va arriver, comment ils vont faire, puis tu sais, c'est plus le... Ouais, c'est vrai. C'est plus de décortiquer ce truc-là, mais je suis d'accord que c'est pas... T'es pas juste... C'est une différente intrigue où est-ce que t'es pas comme c'est qui a fait ça, comment qui a fait ça. Non, là c'est vraiment. Mais ça te plonge vraiment plus dans la peau du tueur, finalement, parce que t'es comme. Tu sais, t'es comme. C'est ça. T'es pas trop sûr si tu veux qu'il se c'est vrai ça, j'allais dire, c'est que t'es un peu. Tu veux un peu qu'il s'en sorte, parce que tu sais, c'est un peu ça, là. L'aboutissement, mettons, d'un meurtre et mystère, tu vas avoir satisfaction quand on va l'avoir trouvé, puis quand on va avoir résolu cette énigme-là. Mais là, c'est l'inverse. La satisfaction serait quasiment, il s'en sort parce que tu peux pas passer à travers tout ça pour te faire pogner. Tu veux qu'il s'en sorte. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait ça à cause d'un discours d'un professeur. Ouais. Qu'ils invitent à leur souper. Fait que je vous dirais pas trop c'est quoi le discours du professeur parce que c'est un peu un spoil. J'allais le dire. Non, mais c'est parce que c'est fun de découvrir à mesure pourquoi ils sont dans cet esprit-là. Mais c'est un peu pour le challenger, genre. C'est ça, exact. C'était exact.
Donc, ben, Mais c'est vraiment à voir. C'est vraiment à voir. Vraiment à voir. Puis ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est un vieux film, mais il est super le fun à regarder Ouais. quand même Oui, encore. oui. C'est Fait une que- pièce de théâtre, là, carrément. C'est ça. Là. C'est vraiment une pièce de théâtre. C'est du théâtre. Puis, ben c'est ça. Pour en revenir au film britannique de Sam Mendes, 1917, à la fin, on voit que il rend hommage un peu tu sais, à ses inspirations. Puis ça, puis il parle de son, je pense que c'est son grand-père ou son... Ouais, de son grand-père, ouais. Ouais, puis c'est comme des témoignages de son propre grand-père à lui. Donc, il y a des éléments historiques réels, puis il a décidé de mettre ça à l'écran. Fait que c'est vraiment intéressant. Il y a quand même quelque chose de plus personnel à travers ça. Peux-tu nous lire juste un petit synopsis de l'histoire sans gâcher le film pour les gens? Là? 6 avril 1917, la Première Guerre mondiale fait rage sur le front ouest. Will Schofield et Tom Blake, deux jeunes caporaux britanniques, sont chargés d'une mission vraisemblablement impossible. Les lignes de communication étant coupées, ils vont devoir traverser seuls le No Man's Land et les lignes ennemies pour délivrer un message aux environs d'Écosse-Sainte-Maine. C'est une région en France. Ce message doit permettre de sauver 1600 soldats britanniques, parmi lesquels se retrouve le frère de Blake, un des personnages, qui vont tomber dans un piège tendu par l'armée allemande suite à l'opération Alberich, qui est une vraie opération en fait. Ouais, c'est des faits historiques là. Puis même, je sais pas si on avait parlé, mais oui, c'est complètement différent, mais ça a fait penser quand même un peu au film Sauver Soldat Ryan, où est-ce que c'est des commandos, un commando qui avait été envoyé pour sauver, puis c'était une mission précise à travers toute cette guerre-là. Eux, il y avait une mission précise. L'effet on a parlé plus tôt avec le plan séquence. Ouais. Où est-ce que... Mais ça rajoute, comme on a dit tantôt, de l'immersion. Ouais. Ça rajoute... mais ça rajoute aussi comme... Je trouve une espèce... Genre... une accessibilité à les façons de faire comprendre des messages par la façon de filmer. Je vais donner un exemple vas-y. plus concret, mais moi ça m'a vraiment comme impressionné. J'ai fait instinct intelligent, tu sais. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Ouais. Puis la caméra bouge de gauche à droite en même temps que sa respiration. Tu sais, est vraiment calée sur sa respiration. Puis on entend juste sa respiration puis les voix. Puis dès que ce personnage-là meurt, la caméra arrête de bouger. Ouais. Puis là, on entend tous les alentours. Fait que y a quelque chose qui brûle, on entend le feu, on entend le vent puis tout ça. Mais tu sais, on est comme pendant un moment, on est vraiment cette personne-là là, tu sais qui respire ces derniers instants, puis là tac, ça arrête de bouger. On n'est plus dans cette personne-là, on retourne dans le monde. Puis ça moi j'avais quasiment pogné un saut, tu sais, j'étais comme ok, ouais, ça c'est flagrant là. C'est ça, mais ça c'est flagrant, mais il y a plein de petites subtilités puis de façon intelligente de faire comprendre un message, c'est vraiment du langage cinématographique dans ce film-là qui m'ont vraiment impressionné. Puis ce que je voulais dire que c'est plus accessible, c'est que moi d'habitude ces affaires-là à la première écoute, j'y remarque pas parce que ben tu sais j'ai aucune connaissance cinématographique. Ouais. Sauf que là, le fait que ce soit autant graphique, autant comme immersif, ben c'est comme si t'étais la caméra. Ouais. Mais c'est ça le. C'est ça la beauté. C'est ça la beauté du cinéma. C'est ça en fait la difficulté dans un film, c'est de. Faut se rappeler que la caméra représente un point de vue. Il y a des réalisateurs qui ont réussi à personnifier une caméra, qui vont donner à la caméra un rôle, un personnage dans l'histoire, puis après, quand tu y repenses, tu te dis « Mon Dieu ». Mais aussi, ça t'aide un peu à réaliser comme... tu sais, dans quelle optique, là, qu'est-ce qu'il voulait montrer, c'était quoi son message, qu'est-ce qu'il voulait faire. Ouais. Puis ce que tu as dit, c'était... Moi, j'ai adoré ça. Ça montre encore plus, là, comme tu dis que la caméra bouge un peu. On a calé sous sa respiration. Comme si comme si la caméra respirait. Ils ont réussi à te montrer quelque chose. Tu sais, c'est sûr que c'est pas chargé dans justement le contenu cinématographique, là, genre plan. Mais c'est tout un autre défi. Là. Tu te sens comme si quasiment t'étais un troisième soldat qui suit. Là. Exact. Parce que, tu sais, s'il y a des explosions, de la poussière, tout ça, ça rentre dans la caméra, tu sais, la caméra réagit, finalement, à tout ce qui se passe. Tu les vis avec eux, puis il y a même des shots, genre, on va rien vendre, là, mais il y a des fois, tu fais comme, oh shit, oh non, il va arriver ça, puis tu peux prévoir les choses, parce que t'es comme 1-2, là, fait que tu peux réagir aux choses. Puis,
si je me trompe pas, ça reste tout le temps au niveau d'une personne. Ouais, à Si peu près. si je me rappelle bien, là, il y a peut-être des exceptions dans le film, mais 90% du film, c'est filmé à l'épaule, là, comme si on était quelqu'un qui est suivi. Exact. On est dans un camion, on est comme avec les autres, on se promène, on marche, c'est quelqu'un qui se promène en arrière d'eux, puis ouais, c'est tout à fait vrai. Ben Léon, t'en as pas parlé beaucoup, toi, qu'est-ce que t'en as pensé du film, là? Bah, honnêtement, moi j'ai vraiment adoré, là, comme un peu de vous deux. Là. Ouais. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, globalement, tu sais, tout le monde a vraiment adoré ça. Là. À part le journal Libération. C'est un journal parisien. L'idole, ça va être... Ouais. On voit sans mal, l'époque aidant, pourquoi l'élaboration d'un film à grand spectacle consacré à la Première Guerre mondiale ne pouvait s'envisager pour Sam Mendes. Ah, La logique du mouvement à tout craint. Dispensé d'un seul tenant par un simili-plan séquence aux discrètes sutures numériques, troué d'une unique ellipse, viserait ainsi à revivifier la stationnaire, tonifier l'inertie, impulser un air moteur à un conflit mondial moins réputé pour son allant cinégénique. En tout cas, dans le fond, ce qu'ils disent, c'est que les intentions de faire ce film-là sont fausses, c'est ça? Ouais. Ben c'est que c'est sûrement des gens pointilleux. C'est pas des vrais plans séquences parce que oui, tu le vois là, il y a des fois, il y a des shots que c'est truc. Il y a des shots, c'est sûr, c'est pas un plan séquence. Il y a de la 3D, tu le vois, mais sérieux. En tout cas, ça je trouve ça c'est rageux là. Ça c'est Mais ça c'est rageux parce que finalement, que ce soit un vrai ou un faux plan séquence, ouais, c'est l'intention. C'est l'intention puis c'est le langage, tu sais, genre je veux dire, si on pousse cette logique-là, tous les films qui ont des effets spéciaux, c'est des mauvais films parce que c'est pas arrivé pour de vrai, ça n'a pas rapport. Genre... Là. Oui, c'est un faux plan séquence, mais l'effet du plan séquence est là pareil. Ouais, c'est ça, c'est comme genre, moi j'ai pleuré à la fin de Wall-E, mais j'aurais pas dû parce que c'était juste pas vrai. Voyons, Chris, c'est comme ça. Wall-E, je veux faire du parenthèse. Moi aussi, je suis d'accord que c'est un hostie de bon film. Wall-E, c'est juste une histoire d'amour vraiment bien écrite. Mais je peux te faire une parenthèse vraiment intéressante que genre ça n'a pas rapport, mais j'ai vu ça sur Wall-E récemment. Tu sais, tu vois le monde apocalyptique, là, pis tout fucké. Ouais. Tu sais, il y avait des poubelles, puis il y avait plein de trucs. Puis par-dessus ces poubelles-là, tu vois des éoliennes, comme si, en fait, comme... Genre, vite, là, la Terre va décrisser, faut qu'on commence à utiliser l'énergie éolienne. Ouais, tu vois ça, c'est intéressant. T'as comme plein de poubelles, puis sur les poubelles, t'as genre des éoliennes. Moi, je trippe pas sur les films Disney, mais Wall-E, j'ai adoré. C'était spécial. Ouais. On a fini sur Wall-E, gars. Mais bref, 1917, je pense que c'est à voir dans un cinéma aussi. Je pense que si je pouvais finir, si j'avais un dernier point à amener, c'est... Je pense que c'est un film qui vaut la peine d'être vu au cinéma. Vraiment. Puis c'est dommage, on en parle un peu tard parce qu'il est sorti dans le temps des fêtes. Fait qu'il va bientôt quitter les salles, sûrement dans un mois, là, même pas. Là. Ah non, le 15 janvier 2020. Pour vrai? Regarde, ils avaient en masse le temps, guys. Donc c'est pas mal ça pour 1917. Cette semaine, on a un suivi de la dernière entrevue que j'ai faite avec ma jeune sœur la semaine passée. Puis celle-ci, ça va être avec ma douce maman. On va parler de la continuation, en fait, du domaine de l'enseignement. Là, elle a roulé sa bosse, si on peut dire, dans le domaine de l'enseignement. Puis, alors, on a vu des choses. On a vu des choses, vous allez voir, c'est super intéressant. Donc, je vous laisse avec ça. Oui, donc pour l'entrevue de cette semaine, on a un suivi, en fait le volet 2 de nos entrevues sur l'enseignement. Alors, on a justement l'enseignante aguerrie dont j'ai parlé la semaine passée. Mais c'est un gros mystère, je sais, les gens se demandaient c'était qui. Ben, c'est ma maman. Alors, et voilà, j'ai pas été original, j'ai été interviewé une de mes plus grandes fans. Alors, donc, comme on en avait parlé la semaine passée, on voulait démystifier un peu l'univers de l'enseignement. Mais tout d'abord, on va demander c'est quoi la réalité d'une enseignante qui a un peu plus d'expérience. Combien d'années exactement? On avait calculé tantôt. Est-ce qu'on peut le dire à voix basse? 27 ans d'expérience. 27 ans, mais elle a commencé à l'âge de 10 ans. Alors, merci Olivier. Plus jeune enseignante de la province de Québec. Alors, elle a eu... on avait parlé du parcours de ma sœur, qui était un peu marginal, si on peut dire. Elle n'a pas fait le bac en enseignement, mais dans ton cas, c'est bien ce que tu as fait. J'ai fait le bac traditionnel en enseignement, enseignement primaire, préscolaire et primaire. Je l'ai fait à Montréal. Oui. Il y a déjà plusieurs années. Dans le temps, c'était un bac de 3 ans. Donc, je fais vraiment partie de la vieille batch. Puis, juste faire une parenthèse là-dessus,
bac en enseignement à Montréal dans des conditions, ma foi, hors de l'ordinaire, avec une petite peste dans ton ventre, si je me rappelle bien. Non, en fait, pas tu peux dans mon m'en ventre. souvenir. Pas Non, dans non, mon pas à ce moment-là, ventre. d'accord. Non, mais maman célibataire d'un merveilleux garçon Oui. qui aujourd'hui fait des podcasts. J'ai de la misère avec des ce mot-là. post-cats. Alors, donc, oui, c'est bien ça. Alors, bon, un bac, il a probablement beaucoup changé depuis le temps. Là, et ça doit être... Ben, pas tant que ça. C'est assez étonnant. Ah ouais. Mais même si c'était un bac de 3 ans, en enseignement, c'est jamais fini. Ouais. Tu as toujours des formations. C'est une formation continue. Ouais. Donc, même si c'était 3 ans de bac, aujourd'hui, si on mettait tous les cours que j'ai faits à côté, je pense que je suis rendue à peu près 10 ans de bac. Donc non, il y a beaucoup de formations continues. D'accord. Tu nous diras dans les grandes lignes, c'est quoi ton parcours? Parce que c'est un lourd parcours, donc on va pas aller dans tous les détails. Là. Puis je pense que tu as même fait plusieurs régions, plusieurs villes, puis peut-être nous expliquer vite fait, c'était quoi? Ben, j'ai vraiment enseigné. Le seul niveau que je n'ai pas enseigné, c'est la maternelle. D'accord. J'ai vraiment fait tous les niveaux du primaire. J'ai fait un bout, j'ai bifurqué au secondaire un bout de temps parce que c'est là qu'il y avait de l'emploi. Je savais pas ça. C'est parce qu'il ne faut pas oublier que moi, quand je suis sortie de l'enseignement, il n'y en avait pas de job. Moi, je fais vraiment partie de la batch où est-ce qu'il n'y avait plus rien. On a parlé dans un précédent podcast avec les boomers et les... Oui, exactement. Moi, je suis dans la génération qui... On dit oui à tout ce qui passe. Donc, j'ai même enseigné l'anglais au primaire. Tu connais mon anglais. J'étais pas la meilleure, mais il y avait un besoin là. Je suis allée le combler. J'enseignais justement au secondaire, maths et français, parce qu'il y avait un besoin à ce niveau-là. J'ai même enseigné aux adultes. Oui, ça, je m'en souviens, à Rouen. À Rouyn-Noranda, effectivement. Parce qu'il y avait un besoin là, j'ai été obligée de me former pour y aller parce que c'est pas tout à fait la même approche. Puis je sais pas si tu le sais, mais quand ça fait 10 ans que tu as fini ton secondaire, faire des maths fortes, je me souvenais plus. Là. Ça fait au-dessus d'une dizaine d'années, puis il n'y a pas grand-chose qui... Non, ça colle pas. Hein? On n'a pas trouvé à quoi ça sert encore, la trigonométrie, etc. Les menuisiers, oui, mais moi, non. Bon. Les chanceux. Donc, puis là, à ce temps, ton parcours est en Estrie. Là. Oui, je suis en Estrie. Ça fait déjà 20 ans et ça fait 20 ans que... Non, ça fait pas 20 ans en Estrie que j'enseigne, par exemple. Ça doit faire 18 ans. D'accord. Donc, 18 ans que je suis vraiment titulaire de classe. Mais la particularité, c'est que je suis dans une petite commission scolaire. Oui. Donc, pas Léo Canton. Léo Canton. Et non pas faire attention, je pensais que c'était un homme, M. Léo Canton. Non. Pour vrai? Oui, c'est vraiment le nom de la commission scolaire. Ça, c'est un autre sujet pour une autre fois. Maman est stupide. Un peu. Mais donc, il y a beaucoup de petites écoles et beaucoup de classes à niveau multiple. Donc, c'est rare qu'on enseigne juste un niveau. Pour revenir à ce que Evelyne nous avait parlé, on voulait savoir un peu en quoi consistait sa tâche en tant que nouvelle enseignante, les avantages, un peu les désavantages. Est-ce que c'est la même game 27 ans plus tard, ou est-ce que c'est sûr qu'il y a des nouvelles difficultés, puis il y a sûrement des choses qui sont plus faciles par rapport, justement, Evelyne disait qu'il y a les petits à côté, les petits aléas d'être enseignante, c'est-à-dire, on a parlé des imprimantes, la plastifieuse, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est encore un problème, ça? L'imprimante, ça va bien parce que j'ai eu le temps de la dompter en 27 ans. Même si on change souvent d'imprimante, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que chaque école a son type d'imprimante. C'est jamais pareil d'un endroit à l'autre. Même chose pour la plastifieuse, on s'habitue, mais les technologies évoluent. Ouais. Quand j'ai commencé à enseigner, ça n'existait pas un tableau blanc interactif. Non. C'est devenu un must dans une classe. Tu ne peux plus ne pas savoir de tableau. Puis, juste pour ceux qui ne sont pas sûrs, là, c'est contrairement à un tableau à craie, là, c'est avec un marqueur. Là, si on dit. Oui, c'est un grand tableau. Finalement, c'est une grande surface, un grand écran. C'est ça, c'est juste pour ça, parce qu'il y en a qui ça fait un petit bout qui sont plus à l'école. Ils savent pas. La craie, même qu'elle est maintenant, c'est tabou dans une classe à cause des projecteurs, des tableaux blancs. Ouais. Donc, puis aussi, c'était salissant à point. Là. Oui. Ça aussi, là, ça faisait de la poussière. Oui, énormément. Donc, les tableaux blancs, il a fallu s'y habituer. Oui. C'est facile de s'en servir comme un gros projecteur, mais ça offre des possibilités immenses. Donc, ça demande de la formation, encore une fois, de l'adaptation, des heures à mettre là-dessus.
Et il y a des journées que veux-tu, ça bug. Puis Ouais. qu'on a beau essayer, on a besoin encore des collègues pour venir nous aider. Les professionnels. Oui, aussi les concierges, techniciens. etc. Les techniciens sont Techniciens. très appelés dans les classes parce que la technologie, c'est pas parfait. Des fois, il y a des ratés. Exact. Donc, c'est moins prenant que les problématiques qu'Evelyne nous a parlé la semaine dernière, Mais il y a une adaptation. mais il y en a toujours. Mais ça, somme toute, je sais que c'est comme un petit désavantage, mais ça a quand même un avantage. Ah, Parce c'est un que- très gros avantage. Parce qu'il y a ça, probablement, les écoles se modernisent, mais aussi, tu sais, c'est le fun aussi de varier ça un peu, pas toujours, parce que sinon on s'ennuie, là, c'est comme... Ben, si tu veux que la passion demeure dans ce métier-là, tu dois toujours te mettre au goût du jour. Tu dois être à l'affût des nouvelles façons de faire, comment on apprend, les découvertes qu'ils ont faites dans le domaine du français, de l'apprentissage. C'est important de se tenir au courant parce que les enfants qu'on a dans les classes aujourd'hui, c'est pas les enfants qui étaient dans les classes il y a 20 ans. Je sais que ça a l'air de radoter de dire ça, mais c'est une réalité. Ouais. Aujourd'hui, en tant que société, il va falloir se questionner. Les enfants autistes, il y en a Ouais. beaucoup plus qu'autrefois. Oui. Puis c'est pas juste parce qu'on a découvert que, ah tiens, ça, maintenant, Ouais, ça s'appelle de Le l'autisme. cliché que tout le monde va dire, ah, avant ça n'existait pas parce qu'on savait pas c'était quoi, mais c'est... Mais non, effectivement, moi, je peux aller, tu sais, quand je vais visiter mes souvenirs, j'ai quelques élèves en tête que je fais, ah, probablement que c'était un Ouais. autiste. Mais ne pas tant que ça. Non. Donc, il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Depuis les 10 dernières années, il n'y a pas eu une année où j'ai pas eu un autiste Ouais. dans ma classe. Ça, c'est Ouais. pas normal. Ben, on n'ira pas dans les théories de pourquoi, parce Non. qu'on en a entendu plusieurs, mais regarde, c'est une constatation, puis Oui, les gens, ils ne pourront pas se voiler les yeux. C'est ça ben, qui est- ça fait partie de la réalité. Exact. Puis, comme on avait dit justement avec Evelyne, ça demande des spécialistes, une aide particulière. Oui, Alors, tout à fait. Elle avait tout à fait raison, puis elle avait raison aussi en disant qu'il y a des gros manques. Ouais. Il y a des grosses lacunes. Moi, en tant qu'enseignante de classe régulière, je suis une généraliste. J'ai pas la spécificité pour Ouais. répondre aux besoins de tous mes élèves. J'ai des élèves qui ont des besoins particuliers. Si j'ai pas l'aide, je peux pas amener l'enfant jusqu'où j'aimerais l'amener. Donc, j'ai besoin d'aide, de collaboration. Puis ça manque beaucoup dans nos écoles. Parfait. Puis, justement, parlons-en de ta classe présentement. Il y a peut-être un petit quelque chose dont tu m'avais parlé, justement, par rapport au ratio des élèves. Qu'est-ce que représente une petite ou une grande classe, puis c'est quoi exactement la capacité pour chaque enseignant? Ben, comme je te disais tantôt, je suis dans une petite commission scolaire. Moi, j'ai fait le choix d'aller dans une petite école, 80 élèves dans l'école, c'est pas beaucoup. Oui, je l'ai visité, justement, c'est charmant. Oui, oui, c'est de toute beauté. C'est à côté du mont Mégantic en plus, donc c'est un petit paradis. Par contre, c'est un petit village où il n'y a pas vraiment d'usine, il n'y a pas vraiment d'emploi. Donc, les gens qui habitent ce village-là, c'est des gens souvent qui sont assistés sociaux. Donc, ça amène une clientèle qui est très pauvre en fait d'argent, mais très pauvre culturellement aussi. Ouais. Ce qui fait qu'on a une cote de défavorisation dans notre village de 10, ce qui est la cote maximale. D'accord. Ce que ça veut dire, c'est que pour un enfant, on a besoin de plus de temps. C'est pour ça qu'il y a moins d'enfants par classe qui Ouais. sont acceptés. Et comme c'est une petite école aussi, tu te doutes bien qu'il n'y a pas Il y a une pas- classe de chaque niveau. Exemple, il y a Donc- sûrement des... Puis je pense que c'est ça, là, il y a des niveaux doubles, là, Oui. 4 et 5. Exactement. Et moi, je suis en première, deuxième année. Ouais. En principe, à cause du contexte de notre école, je devrais avoir 18 élèves dans ma classe. Les gens vont dire que c'est pas beaucoup. Mais encore une fois, il faut rappeler que c'est des élèves qui ont des gros manques culturels, qui ont besoin d'attention, qui ont besoin d'affection aussi. Donc, 18, c'est suffisant pour qu'ils puissent vraiment avoir une aide appropriée. Ouais. Moi, en ce moment, j'en ai 19. C'est juste un de plus. C'est pas dramatique. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a 2 niveaux. J'en ai 15 en première, 4 en Ouais. deuxième. J'ai eu, entre autres, 2 élèves autistes. Ouais. Un élève autiste a besoin de beaucoup plus d'accompagnement pour la gestion du comportement, parce que c'est des enfants qui sont très prompts, qui sont très rigides, et aussi au point de vue académique. Je n'ai pas cette aide parce que je suis en première année, donc Ouais. les diagnostics ne sont pas tous tombés, donc l'aide... Est-ce qu'il y a... Mettons, on va attendre un peu à travers les niveaux avant de diagnostiquer ou être sûr, mettre le doigt exactement sur quel est le problème? C'est une excellente question. Il n'y a pas de recette.
Parce D'accord. que tout dépendant de la gravité du cas. Puis ça va dépendre aussi peut-être de la démarche des parents. Là, Exactement. Ouais. Là, tu viens de mettre le doigt dessus. Effectivement, si les parents sont proactifs, on risque d'avoir un diagnostic Ça se beaucoup décèle plus tôt. rapidement, ouais. Les hôpitaux sont débordés en ce moment. Donc, si on dit à un parent de son enfant qui est en première année, j'en ai un en ce moment, qui dire aux parents, écoute, ton enfant présente plusieurs des symptômes d'autisme. Ce serait intéressant que tu ailles faire valider. Ouais. Ben, sur une liste d'attente, ça va prendre Non, un c'est an et demi. C'est quasiment surprenant que l'enseignement et la santé aient des problèmes. Je pense que c'est l'histoire du Québec. Là. Oui, tout à fait. On est toujours engorgé. On ne réglera jamais ça, ce problème. Donc, oui, excuse-moi. Oui, ben, je voulais revenir à mes autistes parce Oui, que vas-y, tu m'as vas-y. demandé Oui, voir oui. la pondération. Parce Oui. qu'un enfant dit normal, un cursus normal, Ouais. vaut un enfant, Ouais. 1 pour 1. Un enfant autiste, étant donné tous ses besoins, toutes les adaptations que ça demande, ça pourrait être étonnant. Moi, j'aimerais bien ça qu'on filme des fois dans ma classe parce que des fois, ça frise le zoo. Mais ne vous inquiétez pas, on s'en sort. Un enfant autiste vaut 3 enfants et demi. 3,5. Ouais, c'est quand même... Oui, ce qui fait qu'en ce moment, oui, j'ai peut-être 19 élèves assis dans ma classe, mais c'est comme si j'en avais 24. Ouais. Puis je te rappelle que je suis supposée d'en avoir 18. Donc, Ouais. le gap est important. C'est ce qui fait que c'est un métier qui est Mais ça- exigeant. Mais ça, la commission scolaire, elle en prend compte de ça? Oui, ils en ont conscience, mais il y en a partout. Ouais. Donc, ils n'arrivent pas, puis les sous qu'ils reçoivent du ministère n'arrivent pas à combler tous les besoins qu'on a. Fait que c'est quasiment un puzzle d'essayer de matcher tout ça. Là, C'est un gros puzzle, Ouais. effectivement, puis on s'y prend à l'envers, je pense. Mais bon, là, on ne fera pas Non. le procès de la société. ça Non, vaut- mais on va en venir justement là-dessus. D'accord. Justement, on avait des questionnements. Je n'osais pas les demander à ma petite sœur parce que c'est une ignorante. Mais C'est parce qu'elle est avec nous, hein? tu vois, on est comme dans un truc spatio-temporel, les gens. Oui, on parlait justement la semaine passée du ce que les gens se faisaient à l'idée de ce que c'est que l'enseignement. Oui. Les enseignants vont se plaindre, mes classes sont trop grandes, il y a Oui. trop d'élèves. Puis là, les gens savent pourquoi ils se plaignent. Puis aussi, c'est exigeant, j'ai des bonnes charges de travail. Puis même chose, les gens vont toujours dire, tout le temps en vacances, ils ont leurs 2 mois, etc. Bon, moi, je suis pas au même niveau que vous, mais je sais c'est quoi la correction, etc. Puis aussi l'attention externe que ça demande. Là. Mais c'est ça. D'autres tâches connexes. Ben oui. Donc, peut-être, on va commencer peut-être avec justement le fameux 2 mois de vacances, toute la vie est belle, etc. Il y a des petits en dessous moins agréables de ça. Hein. Ben, le 2 mois en vacances, c'est un peu... c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit dans ma carrière. T'es chanceuse, t'as 2 mois de vacances. C'est faux. J'ai 2 mois d'arrêt de travail obligatoire. Et la seule façon d'arriver... On ne peut pas arriver avec 2 mois de salaire en moins dans une vie. Hein, on dépense notre argent au fur et à mesure, en tout cas moi. Ouais. Alors, ce que le gouvernement fait, c'est qu'ils retiennent de l'argent sur chacune de mes payes. Moi, finalement, je suis vraiment payée à la maison mes 2 semaines de Noël, Ouais. du temps des fêtes, et ma semaine de relâche. Ouais. Ça, effectivement, ce sont mes 3 semaines de congés payés. Mais c'est ce que beaucoup d'entreprises ou d'autres offrent à leurs employés. Tout à fait. C'est rien d'exceptionnel. Tout à fait. Mais 8 semaines d'été, c'est moi qui me les paye Ouais. parce qu'ils m'enlèvent de l'argent sur chacune de mes payes. Ouais. Donc, c'est pas vrai que j'ai 2 mois de vacances. Exact. C'est comme pas un choix, là. C'est Ben, comme ça. je n'ai pas le choix, Exact. mais à ce moment-là, alors ne compare pas mon salaire aux autres métiers. Non, c'est ça. Puis à un Parce moment donné, je dois gagner plus, justement, Ben oui. pour qu'on m'oblige à prendre 2 mois de vacances. puis au final, tu choisis là ta profession, là, tu sais. Effectivement. Puis choisir ce métier-là pour 2 mois de vacances ou pour le salaire, je m'excuse, on vient de se mettre un doigt dans l'œil profondément. Ouais. Parce que le 2 mois d'été, c'est sûr que c'est très apprécié, c'est Ben très oui. agréable, c'est certain. Comme je te l'ai dit, c'est moi qui me le paye. Ouais. Le salaire, oui, il est intéressant, le salaire. On ne se le cachera pas. Sauf qu'on plafonne. On Ouais. plafonne vite. Ouais. Et une fois rendu au plafond, tu plafonnes longtemps. Tu es longtemps au même salaire. oui. Donc, non, c'est pas si... puis je peux pas faire des heures en extra. Si, admettons, j'ai besoin, j'ai un bris avec mon auto, je voudrais faire de l'argent rapidement. Je ne peux pas. J'ai Non. pas un métier dans lequel je peux faire ça. Exact. Donc, ça fait partie des inconvénients. Si tu veux aller en enseignement, il faut que tu aies la passion.
Comme Evelyne en a parlé, on l'a même entendu dans sa voix, la passion, elle l'a. Ouais. Maintenant, le défi, c'est de garder la passion. Ouais. Et c'est pour ça les formations continuent. Moi, la passion, je l'ai toujours. Cette passion-là, je ne ferais pas un autre métier. Exact. Tu m'offrirais le double du salaire à un autre métier, je ne suis pas sûre que je dirais oui. C'est sûr qu'il y a un côté de moi qui y réfléchirait. Oui. Mais c'est un métier que j'aime, que j'adore. Moi, être dans ma classe avec mes élèves, c'est un bonheur. Ouais. Les câlins que je reçois de ces élèves-là, l'affection, de les voir grandir, de les voir évoluer, ça, c'est ma vraie paye. Je peux-tu y aller avec une anecdote? Vas-y. Il y a plusieurs années, j'étais à Rouyn-Noranda, je m'habillais un peu sloppy. Là. Tu sais, les vieux vêtements de mon père, j'aimais ça, c'était confort. Un peu mode 80 aussi, je pense. 80, oui, un petit peu. J'aimais ça, j'étais bien là-dedans. Et j'avais des vêtements qui étaient souvent très usés, mais c'était par choix. Puis il y avait une petite fille dans une de mes classes d'anglais, parce que j'enseignais l'anglais, et oui, pauvres enfants, qui était pauvre. Okay. Et qui, à un moment donné, moi, je l'avais félicitée. Il y avait un chandail que j'aimais qu'elle portait. Puis elle avait honte de le porter. Mais moi, pour moi, c'était un beau chandail. Beau, et je lui en avais parlé. Je l'avais félicitée pour son beau chandail, que j'aimais ça. Bon, moi, l'histoire se finit là pour moi. Mais je la rencontre, la même jeune fille, 5 ans plus tard. 5 ans, puis elle se souvenait de ça. Elle était rendue au secondaire. Elle était venue me voir. Puis elle m'avait donné un gros câlin, elle m'avait dit merci parce que depuis ce temps-là, elle n'avait plus honte des vêtements qu'elle portait. Plus de confiance en elle. Énormément. Fait que tu vois, pour une petite phrase, une petite chose très, très anodine pour moi, elle, ça a changé toute son estime. Fait que oui, les enseignants ont un impact assez majeur sur les enfants. C'est ça qui est magique, là. Je crois que tout bon enseignant, c'est vraiment ce qui l'a poussé à la base, c'est de pas juste de transmettre le savoir, mais de transmettre une passion. Ben, j'ai un ami qui me fait rire parce qu'il me dit, toi, finalement, ta job, c'est que tu cultives des petits esprits. Ouais. Effectivement, c'est un petit peu ça. Exact. C'est de les éveiller à eux-mêmes, les faire grandir, les faire pousser là-dedans. Et comme je te disais tantôt, c'est un milieu de vie. Hein? C'est familial, une école. Bon, Evelyne qui est dans une grosse école, c'est une grosse famille avec beaucoup de mon oncle, beaucoup de ma tante, beaucoup plus de brouhaha. Ouais. Petite école, il y a moins de brouhaha, mais c'est plus intime. Donc, c'est un peu, c'est village, ville, un peu le même fléau. Là. Alors, bon, je vais juste conclure là-dessus sur ces 2 petites entrevues-là sur l'univers de l'enseignement. J'espère que ça va avoir un peu ouvert les horizons de certains des préjugés que les gens avaient. Comme vous avez vu, c'est du bon monde. Puis c'est ça, c'est tellement un beau milieu. Puis comme j'ai dit la semaine passée, c'est juste un peu dommage que les enseignants ne bénéficient pas de plus de reconnaissance au final. Je pense que moi, mais ça s'en vient, je trouve. Ça s'en vient, puis mon Dieu qu'il était temps, hein, on va se le dire. Tant mieux si on s'en va dans la bonne voie. Ben moi, je vais finir avec un petit mot. Vas-y. Je suis fière de toi, mon vieux. Ça va être ton podcast. Loser! Je suis l'enfant dit. J'ai réussi avec mes postes 4. Bon, je m'en viens mieux en technologie, mais pas dans la terminologie encore. Donc, c'est ce qui conclut cette entrevue. Et de retour en studio. Yo les box! Alors, j'espère que cette interview-là va vous avoir plu. Podcast numéro 8 déjà, hein, ça va vite. Se termine là-dessus. Puis, on voulait peut-être parler de quelque chose qu'on avait en tête. C'est ça. Ça va pouvoir peut-être plus en parler. C'est ça. Déjà, on va peaufiner un peu. On aimerait amener de plus en plus. Puis, tu sais, là, on a plusieurs projets, mais on veut rien vous vendre. Mais on veut vraiment que tout ce qui est dans le podcast soit personnel. Donc, autant la musique que les images. On veut de plus en plus que ce soit toutes nous qui font. Exact. Fait que, à suivre, mais là-dessus, on a plusieurs idées. Puis, on a déjà des trucs très concrets qui vont probablement s'appliquer directement dans le prochain podcast. Yes. Sinon, on a un projet qui n'a aucun rapport avec le podcast, même si c'est un autre projet audio. On aimerait faire un peu une histoire interactive. Donc, moi, j'aimerais ça. Je vais écrire une histoire avec un peu à la dont vous êtes le héros. Ouais, livre dont vous êtes le héros. Oli et Léon vont réagir pendant ma lecture, pendant mon explication, à
à tout ça, puis ils Ouais. vont faire des choix dans On ce va pouvoir soir-là. prendre des décisions. Là. Il va nous offrir C'est un ça. peu des chemins puis, ou des choses à faire, puis on va décider. Puis, ben en fait, on veut un peu votre avis. Là. Je sais pas, Ouais. j'aimerais ça avoir des commentaires si les gens pensent que c'est intéressant parce que je suis sûr qu'on peut rendre ça très immersif avec Oui. la musique. On va son. mettre vraiment de la musique, on va mettre des effets Ouais. sonores, tout ça. On aimerait vraiment faire quelque chose de, tu sais, très travaillé puis sans Ouais. stress parce que, tu sais, finalement, les podcasts, tu sais, d'en sortir un régulier comme ça, tu sais, Ouais, ça ouais. fait que comme, tu sais, ça des demande- fois, tu sais, c'est ça, tu sais, ça Ça demande un beaucoup petit. Puis ce qui est le fun aussi, on a une recette d'un peu de podcast, mais c'est tellement le fun de se réinventer puis de faire ça. plein d'affaires. Là, c'est plus intéressant comme ça, là, c'est sûr. On s'est acheté 2 micros puis on a plein de pouvoirs, fait qu'on fait ce qu'on veut puis on s'en crise de vous autres. Salut! À la semaine prochaine. C'est bon, that's it. Non, bravo les boys.